Nous continuons donc nos séries de vidéos sur le fonctionnement des marchés, en particulier des marchés de concurrence pure et parfaite. Donc comme vous pouvez le voir, on va encore fonctionner avec les deux, on va dire les deux documents en même temps. Le document de droite étant celui que vous avez vous, que j'ai mis en ligne sur eCampus et que je vous ai envoyé également. Et à droite, la correction et en plus toutes les parties où il y a du cours. Ok. Donc, vous voyez, dans le plan, on progresse, on passe au grand B du grand 2, sur la rencontre donc de l'offre et de la demande sur un marché de concurrence pure et parfaite, CPP. Sachant que voilà, les sous-parties précédentes, c'était expliquer c'est quoi une courbe de demande, expliquer pourquoi est-ce qu'elle est décroissante, euh, comment est-ce qu'on se déplace en fonction de la variation du prix et des quantités le long de la courbe. Même chose pour la courbe d'offre. Comment se fait-il qu'elle soit croissante? D'où ça vient? Et on était rentré, c'était assez technique, sur le détail de comment une entreprise choisit-elle la quantité qu'elle va proposer à la vente afin de maximiser son profit. Donc là, il faut revoir tout ça, hein. Donc rappelez-vous, hein, c'est choisir un prix, une quantité telle que le coût moyen de la tonne ou du produit, le coût moyen soit égal, enfin soit inférieur au prix de vente, première condition. Et deuxième condition, hein, cumulative, hein, que le prix de vente, ou que la quantité plutôt choisie, soit de telle que le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production de la dernière unité, soit égal à son prix de vente. Ces deux conditions réunies font qu'on a un profit maximum. Bon, c'était pour rappel. Donc voilà, dans le B maintenant, on va voir comment se rencontrent ces deux courbes et voir comment un marché fonctionne, c'est-à-dire face à certains événements qu'on va découvrir, ce qu'on appelle des chocs de demande, des chocs d'offres, voir comment les mécanismes du marché nous permettent de revenir à un point d'équilibre. Mais avant cela, on doit d'abord noter du cours. Donc là, vous avez sur votre support à vous, bon, je vous ai laissé de la place, donc vous recopierez là-dessus deux, trois informations sur c'est quoi un marché de concurrence pure et parfaite, également appelé marché concurrentiel. Pour aller vite, un marché concurrentiel, c'est une construction déjà théorique, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans la réalité, hein, mais on peut se poser un certain nombre de questions sur qu'est-ce que c'est que la concurrence et qu'est-ce que ce serait qu'une concurrence qui serait la plus forte possible, que ce soit entre les vendeurs, mais aussi entre les acheteurs. Qu'est-ce que ça impliquerait d'avoir un marché qui serait vraiment avec un degré de concurrence très très fort. Donc les économistes, en fait ça a commencé à partir des années 1880, il y a un certain nombre d'économistes, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais qui se sont posés ce genre de questions, à savoir qu'est-ce qu'il faudrait comme condition pour qu'on ait une concurrence maximum sur un marché. Euh, et donc ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait 5 conditions. On appelle ça les 5 hypothèses de la concurrence pure et parfaite, ou les 5 conditions. Moi je dis conditions, je trouve que c'est plus parlant, mais vous pouvez croiser le terme hypothèse également. Alors on va expliciter ces différentes conditions, et donc vous recopierez ça sur le support qui est à côté. Donc la première condition à respecter pour qu'il y ait une forte concurrence, ou que même que la concurrence soit maximum sur un marché, c'est la condition dite d'atomicité. Ça implique en fait que les offreurs et les demandeurs sont très petits et très nombreux. D'accord? Tout petits comme des atomes. Donc ça, pour qu'il y ait une concurrence maximum, il ne faut pas qu'il y ait des monopoles, ou alors quelques offreurs très grands, ou alors à l'inverse, quelques acheteurs très grands, dans le sens où si ça existait, ils seraient en mesure de négocier les prix. Ils auraient un pouvoir de négociation sur les prix du marché. Donc pour éviter ça, il faut que les agents ne puissent pas choisir les prix, ne puissent pas les influencer, donc il faut qu'ils soient tout petits et très nombreux. C'est la condition d'atomicité. Ensuite, la condition dite d'homogénéité, ça implique que chaque produit a une seule qualité. Si on prend un produit en particulier, il n'y a pas plusieurs gammes pour ce même produit. Il y a une seule qualité possible par produit. Ou si vous avez un produit où il y a différentes sortes de qualités, alors chaque différente sorte de qualité, c'est un autre produit en fait. Donc exemple, il y a un seul produit qui s'appelle jus d'orange, il n'y a pas plusieurs variétés possibles. Il n'y a qu'un seul produit qui s'appelle voiture, chaussure, il n'y a pas plusieurs qualités possibles pour un même produit. Donc c'est l'homogénéité. Donc vous constatez déjà que cette hypothèse-là, elle ne se vérifie pas du tout dans la réalité. Dans la réalité, il y a une infinité de gammes pour un même produit. Si on reprend les jus d'orange, c'est très parlant.
Il y a avec pulpe, sans pulpe, orange sanguine, bio, pas bio, du Brésil, bon, d'Espagne. Donc bon, mais c'est pas grave. De toute façon, le but n'est pas encore d'être dans la réalité, hein, mais c'est d'élaborer un modèle, une explication théorique de ce que serait que la concurrence. Donc là, pour l'instant, on raisonne de manière abstraite. Donc ça, c'est l'hypothèse d'homogénéité. Ensuite, la condition dite de fluidité. Ça veut dire que n'importe quel vendeur, hein, offreur, hein, doit pouvoir entrer sur un marché pour venir accroître la concurrence. Il ne doit pas être empêché d'arriver sur un marché, pour peu que ce marché d'ailleurs soit très rentable. On ne doit pas pouvoir l'empêcher de rentrer sur ce marché. Et de la même façon, il doit pouvoir sortir du marché sans difficulté. On ne doit pas pouvoir l'empêcher de quitter le marché si ça ne l'intéresse plus de produire ces différents produits en question. Quatrième condition, la condition de transparence, également appelée information parfaite. Donc dans cette situation-là, on suppose que les agents connaissent parfaitement la qualité, la quantité et le prix des biens échangés sur tous les marchés. Donc ça veut dire, là j'ai mis un exemple, hein, supposons que vous convoitiez une paire de chaussures, vous savez où elle est le moins chère sur le marché. Il est impossible que la paire en question, elle soit moins chère quelque part et que vous ne soyez pas au courant. Et donc, si vous êtes forcément au courant, vous irez forcément acheter la paire la moins chère. C'est impossible qu'on vous arnaque en vous vendant un truc plus cher que ce que ça ne le vaut réellement, puisque vous êtes conscient de tous les prix possibles partout. Encore une chose qui est tout à fait irréaliste, on n'est pas conscient, on n'a pas connaissance de tous les prix de tous les biens partout, évidemment. Mais parfois, l'outil informatique, notamment, nous aide à avoir une connaissance plus large des prix sur le marché. C'est tous les comparateurs de prix, par exemple. Vous voyez, je sais pas moi, je crois que c'est Kayak ou alors Booking, des choses comme ça. Grâce à l'informatique, ils arrivent à traiter toutes les options possibles par rapport à ce qu'on recherche et à trouver le moins cher. Ça nous aide à avoir une information plus transparente. Mais bon, c'est pas le cas pour tous les produits. Dernière condition, la condition de mobilité des facteurs de production. Donc ça, c'est encore une hypothèse, comment dire, discutable, hein, pas du tout réaliste, mais on imagine du coup que les travailleurs, donc c'est-à-dire le facteur travail, facteur de production travail, ils sont capables de se déplacer non seulement géographiquement, donc ils n'ont aucun problème à changer de région ou de pays, donc pour changer d'emploi, mais ils sont aussi mobiles dans les secteurs d'activité. Ça veut dire qu'ils peuvent se reformer et changer de type d'activité sans difficulté, quasiment immédiatement, sans coût. Donc là, par exemple, un cuisinier, il peut très bien se reformer s'il n'y a plus de travail dans son secteur pour devenir ingénieur en aéronautique. Voilà. Puis, pourquoi pas, informaticien. Voilà. Et on peut changer de secteur facilement, d'après ce modèle. Donc il n'y a pas de problème. On ne peut pas rester sans emploi quelque part, parce que il suffit de se reformer et on trouve tout de suite un emploi après. Voilà, encore une hypothèse discutable. Alors si on accepte, hein, si on prend au sérieux ces 5 conditions, on a devant nous ce qu'on appelle un marché de concurrence pure et parfaite ou un marché concurrentiel. Et ce marché va avoir deux conséquences notables qu'il faut connaître. La première, c'est que le prix de vente qui va s'établir sur le marché, il est indépendant de la volonté des agents. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. On a souvent l'impression que c'est le vendeur qui décide du prix auquel il vend ses produits. Quand la concurrence est très forte, en vrai, c'est pas vraiment le vendeur ou l'offreur, hein, qui choisit son prix de vente. Il est contraint par la concurrence au niveau de son prix. Euh, alors oui, donc pour faire un petit rappel, voilà, il est contraint par la concurrence. S'il pratique un prix trop élevé, il va pas avoir de clients parce que les clients iront chez d'autres offreurs. Et il ne peut pas pratiquer un prix trop faible non plus, sinon il ne va pas faire de profit, il va être en faillite. Donc d'une certaine façon, le prix de vente du marché s'impose aux vendeurs, mais aussi aux acheteurs, hein, ils ne peuvent pas influencer le prix non plus, donc s'impose à eux. Et on dit à ce moment-là que les agents sont price takers. En français, ça nous donne preneur de prix. Donc voilà, ça c'est très important de le comprendre. Les prix du marché s'imposent aux agents et ils ne peuvent rien y faire. C'est à cause précisément de la concurrence. Repensez au prix de la baguette de pain. Les boulangers ne peuvent pas trop se distinguer en matière de prix de baguette, hein. Si c'est trop peu cher, ils ne vont pas faire de profit. Si c'est trop élevé, ils n'auront pas de clients. Donc le marché du pain, ça marche assez bien pour expliquer le côté price taker. Deuxième conséquence plutôt,
Les prix et les quantités échangées sur les marchés vont dépendre exclusivement du jeu de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des mécanismes marchands, des mécanismes du marché. Donc ça va dépendre pardon, de ces règles du jeu-là, et aussi du comportement rationnel des offreurs et des demandeurs. Donc en gros, si on respecte toutes ces conditions, les 5 conditions, on va avoir un marché qui fonctionne exactement comme la théorie, comment dire, l'envisage, qui ne fonctionne que sur la base des règles marchandes et sur la base des comportements rationnels, maximisateurs des offreurs. Ok. Donc ça a beaucoup d'avantages pour les économistes néoclassiques, qui sont les promoteurs de cette théorie, c'est que ça permet de faire des trucs mathématiques assez intéressants, enfin de leur point de vue, et d'expliquer comment les marchés sont toujours au point d'équilibre. Donc on va y venir. Alors justement, petite remarque ici, ça vous l'avez, sur l'irréalisme de la CPP et la méthode, ce qu'on appelle la méthode de recherche en sciences économiques, c'est comment est-ce qu'on crée des connaissances en économie, en particulier en économie néoclassique. Donc je ne vais pas vous lire la remarque, hein, elle est écrite, donc normalement c'est expliqué clairement, hein, c'est moi qui l'ai écrit, je l'espère, mais voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi il y a des hypothèses qui sont irréalistes, pourquoi est-ce qu'il faut quand même passer outre ce côté irréaliste, si on suit la logique même de recherche des économistes néoclassiques. Donc voilà, alors je vais couper la vidéo maintenant pour faire plutôt plusieurs petites vidéos, vous commencez à comprendre. Et on reprendra plutôt juste après avec l'activité 7, avec un exemple de marché, le marché de l'ail rose de Lautrec. Voilà, à tout de suite.